donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc on va commencer aujourd'hui ce webinaire co-animé avec l'HP, donc autour de la technologie multi-jet fusion. Donc, je m'appelle Daphné Cupumel, je suis membre du service matériauthèque et fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Donc je vais vous présenter quelques petites infos pratiques sur le webinaire. Donc, il va durer environ 40 minutes avec 5 minutes où nous allons répondre à vos questions. Donc, on vous invite pour ça à poser vos questions en fait directement depuis la plateforme, puisque pendant toute la durée de la session, comme vous le sans doute compris, le micro en fait de votre ordinateur sera coupé. Donc voilà, donc vous pouvez les poser tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. Donc, au niveau de la présentation et du replay du webinaire, ils vont être mis en ligne sur notre site internet, donc Alizé Plasturgie, dans la rubrique Ma médiathèque. Et en fin de webinaire, on en profitera aussi pour vous demander de répondre à une petite enquête, simplement pour recueillir vos avis, vos impressions, et puis voilà, savoir un petit peu les thématiques qui vous intéressent au futur. Donc aujourd'hui, on a 3 intervenants qui vont co-animer ce webinaire. Donc, Sébastien Moussard du service matériauthèque et fabrication additive d'Alizé Plasturgie et Stéphane Rodriguez, donc également du service matériauthèque et fabrication additive, et Sébastien Cadalen, donc d'HP, qui va nous présenter la technologie multi-jet fusion. Et vous êtes donc environ 150 personnes à nous avoir rejoints aujourd'hui, donc bienvenue encore à tous. Donc, au niveau un petit peu de l'agenda de ce webinaire, donc on va commencer par vous faire une présentation assez rapide du service matériauthèque et de la plateforme de fabrication additive qui est présente au sein d'Alizé Plasturgie. Puis, on va faire un petit point sur l'état du marché de la fabrication additive en revenant sur quelques données et des prévisions. Puis ensuite, on laissera la parole à Sébastien Cadalen, d'HP, pour vous présenter la technologie multi-jet fusion et faire un comparatif entre cette technologie et l'injection traditionnelle. Et puis, on fera un petit point également sur la thématique couleur. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Moussard pour débuter la présentation. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vous propose de vous présenter rapidement notre organisation, Alizé Plasturgie, et le service matériauthèque et la plateforme fabrication additive. Donc quelques mots sur la partie matériauthèque. Donc vous avez pu voir lors de la webcam l'espace matériauthèque avec nos démonstrateurs. Le rôle de la matériauthèque, c'est du conseil, effectivement conseil accompagnement de matière, sur des choix de matériaux, sur de la mise au point, sur l'aide à la transformation, sur la partie process. Voilà un petit peu rapidement sur la matériauthèque. Et puis, un focus particulier effectivement sur la plateforme fabrication additive, qui a été développée dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir il y a à peu près 1 an. L'objectif de notre plateforme basée à Lyon, c'est effectivement de rassembler sur un même lieu une quinzaine d'équipements dédiés à la 3D, que ce soit imprimante, mais aussi tout ce qui est lié au post-traitement et aussi à la conception. Et donc, le rôle de la plateforme, c'est vraiment de conseiller et d'accompagner les industriels avec effectivement des modules de sensibilisation, de conseils, d'accompagnement sur des choix technologiques, de pouvoir aussi accompagner sur des développements d'outillage. On est impliqué dans un programme de recherche sur le développement d'empreintes polymères pour l'impression 3D, donc notamment dédié à l'injection. On met en place sur 2020, donc sur ce début d'année, une veille stratégique en partenariat avec le service intelligence économique. Pour ceux qui effectivement seraient intéressés pour avoir régulièrement une revue des dernières actualités, des dernières innovations. Et puis, Alizé, nous organisons beaucoup d'événements, comme ce qu'on peut faire aujourd'hui sous forme de webinaire, mais aussi des journées techniques. Et on met à disposition effectivement énormément de contenu sur le site d'Alizé Plasturgie, pour ceux qui sont adhérents ou plus largement ceux qui sont intéressés par la 3D. Nous avons également développé, en partenariat avec notre pôle formation, une offre de formation pour la
la formation continue. Donc, on est très variés. Donc, on va retrouver des filaments, de la poudre et de la résine. Donc, notamment une machine HP multi-jet fusion, donc l'entrée de gamme de chez HP, la 580 Color. C'est une machine qui nous permet donc d'obtenir une résolution qui est assez bonne, avec un aspect de surface qui reste correct pour une technologie poudre. Donc c'est une machine qui dispose néanmoins d'un bon volume d'impression, étant donné que c'est l'entrée de gamme, on pourrait penser que ça reste une machine dédiée à des faibles productions de pièces, mais ça reste quand même une machine assez grande, et on passe donc uniquement à un matériau qui est le PA12. Donc, je vais rapidement faire un état du marché avant de laisser la parole à Sébastien Cadalen. Donc, pour vous donner une idée, sur 2020, donc là, sur 2019 déjà, on a eu un marché qui a atteint les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, machines, software, services. Et donc, c'est une grosse étape de passer pour le marché de la fabrication additive. Sur 2024, on attend 35 milliards de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est énormément porté par le métal. On observe une très grosse croissance sur ce secteur-là. Néanmoins, le plastique désemplit pas et on a des ventes de machines qui sont en constante progression. Sur la partie plus application industrielle, on retrouve une grosse proportion des utilisateurs qui sont utilisateurs donc, des technologies 3D pour du prototypage, mais de plus en plus pour de la production. Sébastien en reviendra dessus dans les slides suivantes. Et donc, pour vous donner une idée de la répartition des technologies aujourd'hui, on a énormément de premiers investissements qui ont été faits sur les technologies FDM, donc notamment pour initier la 3D dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a de plus en plus une tendance qui pousse les utilisateurs à se tourner vers de la SLS ou de la MJF, donc pour de la production, c'est-à-dire des technologies poudre, ou bien de la SLA, donc la stéréolithographie, donc base résine, et de la DLP pour tout ce qui est prototypage, aspect de surface et pièces visuelles. Donc, pour vous donner une idée de la répartition aujourd'hui de la fabrication additive, alors c'est des données qui évoluent constamment, mais il y a des secteurs qui sont quand même énormément porteurs, notamment l'automobile et l'aéronautique qui ont investi énormément sur ces technologies. On retrouve aussi le secteur médical qui donc représente une grosse proportion étant donné la customisation de masse nécessaire dans ce secteur d'activité. Et ensuite, donc, on a les industriels, je dirais les industriels qui se tournent énormément vers des entreprises qui proposent du service pour donc soit s'initier à la 3D, voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir sur ces technos, soit pour commencer à faire des pré-séries et de la production. Donc, on a une augmentation du nombre d'acteurs qui est constante, même si on a une tendance plutôt sur 2019 on a eu tendance à écrémer le nombre de fabricants de machines. Mais on a aujourd'hui 177 constructeurs d'imprimantes 3D, donc ce qui est quand même assez conséquent, et des prévisions de vente de 22 000 machines sur l'année 2020. Les matériaux, évidemment, sont de plus en plus techniques. On a pu notamment l'observer lors du dernier Formnext, pour ceux qui ont assisté à notre dernier webinaire. Sinon, je vous invite à aller le regarder. Vous retrouverez beaucoup de tendances. Donc, on a énormément de filaments donc, qui sont de consommables qui sont résistants à haute température, dédiés à la résistance au feu fumé, dédiés au médical. On a énormément de matériaux composites, de machines qui se tournent vers ce milieu du composite pour notamment atteindre des standards en termes au niveau mécanique et thermique qui sont plus élevés. On a aussi, côté logiciel, une grosse amélioration de la productivité qui est demandée de la part des acteurs, notamment du service, et des industriels qui commencent à s'équiper avec des machines de production. Donc, le workflow était au cœur aussi de leurs demandes. Et donc, on a énormément de logiciels qui améliorent ce workflow entre les fournisseurs et les clients, et donc les fabricants de pièces du milieu de la fabrication additive. Évidemment, une grosse importance au niveau du post-traitement.
C'est des technologies qui nécessitent un post-traitement, il ne faut pas l'oublier. Et ce post-traitement, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui permettent de l'automatiser et vraiment à tous les coûts. Donc, c'est une très bonne chose, ce qui permet notamment d'optimiser les coûts de fabrication des pièces dans le cadre de production de pièces. Et la dernière grosse tendance, c'est l'augmentation des volumes des imprimantes. On a des imprimantes qui impriment de plus en plus gros, donc c'est aussi intéressant pour les personnes qui souhaitent faire de la grande pièce. Donc au niveau de l'industrie, donc comme je l'ai dit précédemment, on a une grosse tendance à se tourner vers la production dans le milieu de la fabrication additive. Donc énormément d'entreprises cherchent à s'équiper sur des machines qui peuvent produire des séries de 5 000, 10 000 pièces. Évidemment, l'automobile est très porteuse de ce secteur-là, étant donné les séries qui y sont associées. Concernant les PME, on retrouve énormément d'utilisateurs de services. Donc soit des gens qui veulent s'initier à la 3D et qui veulent voir un petit peu en termes de benchmark ce que la fabrication additive peut donner, ou tout simplement commencer à faire de la production et puis obtenir des pièces réalisées par des professionnels sans forcément avoir à investir sur de la formation et des équipes. Évidemment, il y a des freins aujourd'hui technologiques ou pratiques qui sont associées à la fabrication additive. On retrouve au cœur de ces freins la formation. Donc, c'est un secteur qui se développe énormément. On commence à voir apparaître des outils de formation, mais ça reste au cœur un problème qui est au cœur des freins de la fabrication additive. Je vais donc maintenant passer la main à Sébastien Cadalen, donc qui va vous présenter le sujet du jour. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la technologie HP Multi-Jet Fusion et avec un focus vraiment spécifique sur la comparaison avec l'injection. Donc, on va démarrer par une vidéo qui vous présente la dernière plateforme. Donc la machine 5200 qui est sortie au mois de mai. Donc on va lancer une vidéo pour cela. Introducing the HP Jet Fusion 5200 series 3D printing solution. Made up of a printer, build unit, processing station, and HP's first natural cooling unit. Now you can unleash new growth and scale your production with a streamlined workflow designed for production environments. The process begins with HP's easy-to-use SmartStream 3D software, which allows you to prepare the build. And with the latest HP 3D process control software, you can achieve dimensional accuracy and repeatability faster by applying consistent process controls across your jobs and production fleets. The build unit is inserted into the HP Jet Fusion 5200 3D processing station for materials loading. Fresh and reused material is mixed and loaded into the build unit in a cleaner, automated process. The build unit is then inserted into the printer. Pre-print and in-printer checks are completed and production can start. With HP Multi-Jet Fusion technology, the 5200 series delivers functional parts with best-in-class isotropy and a uniquely predictable and consistent print time for any type of part. The one-pass printing mode gives you high building speeds without compromising on mechanical and dimensional properties or look and feel. And with the HP 3D Center, you can track your jobs and manage your production fleet at any time. When the job is complete, the build unit is inserted into the processing station for cooling. With the HP Jet Fusion 5200 series, you have the option to cool the job inside the build unit, or take advantage of HP's most economical continuous 3D printing with the HP Jet Fusion 3D Natural Cooling Unit. The finished job is transferred to the Natural Cooling Unit, removed using the HP recommended Hoffman Forklift 5200, and then stored and left to cool.
Meanwhile, the build unit is free to be loaded with material and used for the next job, so you can keep printing at full capacity, enabling best-in-class economics and productivity. Once cooled, the job can be unpacked and any unused material recovered for reuse in future builds. The empty natural cooling unit can then be stored, ready for the next job. The HP Jet Fusion 5200 series 3D printing solution gives you manufacturing predictability, along with breakthrough economics and productivity, so you can scale your production and expand into new applications and markets. You're one step closer to manufacturing the future. Voilà, donc une présentation succincte de l'imprimante pour ceux qui la découvrent. Donc une imprimante en plusieurs modules, l'imprimante en elle-même, la station de traitement des poudres et puis la station de fabrication en elle-même qui passe successivement de l'un à l'autre pour maximiser le temps d'utilisation de l'imprimante. Je vais vous présenter le principe de fonctionnement Voilà. Donc, la première étape, c'est une technologie à lit de poudre. Donc, la première étape, c'est d'étaler une épaisseur de poudre de 80 microns avec un rouleau. La seconde étape consiste à déposer des agents. Donc, c'est la spécialité vraiment d'HP, de développer ces agents. Donc, des agents qui ont des fonctions bien précises, un agent diffusionnant et un agent détaillant. Et même pour l'imprimante couleur, on a un troisième agent qui est un agent de fusion, mais qui va permettre de faire ressortir les pièces en blanc. L'étape suivante, si on a l'imprimante couleur, c'est de rajouter des couleurs à ce moment-là. Donc, on vient, à partir de 4 couleurs primaires, on vient déposer des pigments et donc on obtient la couleur qu'on veut. Donc, on n'est pas limité à ces 4 couleurs. Vient ensuite l'étape dite vraiment de fusion, donc on vient apporter de l'énergie sur ce lit de poudre et la principale utilisation des agents fusionnants se retrouve là, c'est-à-dire que les zones qui ont été recouvertes des agents vont absorber beaucoup plus de chaleur, alors que les zones qui n'ont pas été recouvertes d'agents fusionnants vont plutôt réfléchir la lumière et on arrive comme ça à faire de la sélectivité et faire fondre les parties que l'on veut du lit de poudre. Et la dernière étape, bien sûr, ça consiste à contrôler de manière permanente la température dans l'enceinte de fabrication pour éviter toutes les dispersions de chaleur. Donc voilà le principe de fonctionnement de la technologie multi-jet fusion développée par HP. Le slide suivant, pour vous rappeler le portfolio, donc la petite imprimante de prototypage présente ici chez Alizé Plasturgie, donc avec des séries 300 et 500, soit en version monochrome, donc pour faire des pièces blanches, soit en version couleur pour faire des pièces en couleur. Et ensuite, les gammes dites de production, donc avec l'imprimante 4200 qui a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, et la toute dernière, la 5200, qui est sortie au mois de mai dernier. Donc, toutes ces imprimantes sont basées sur la même technologie dont je viens de vous parler juste avant. Et les avantages de cette technologie, la première, c'est tout simplement la vitesse d'impression, puisque HP réutilise tout son savoir-faire en impression et 2D, notamment avec les têtes d'impression. Donc, ce sont des têtes d'impression qui sont équipées de milliers de buses pour venir injecter des micro-gouttelettes. Donc, on arrive à imprimer comme une page, sauf que là, c'est sur le lit de poudre, vraiment en un temps très court et de manière indépendante de la complexité de la géométrie. Le deuxième aspect lié à cette technologie, c'est le fait qu'on vient vraiment faire de la fusion. Donc, on vient vraiment, donc ce n'est pas du frittage, c'est vraiment de la fusion. On vient vraiment passer le point de fusion et rendre liquide de la matière, ce qui nous permet, entre 2 couches liquides, de vraiment s'assurer que les 2 couches en Z vont être très cohérentes l'une avec l'autre
et on arrive comme ça à obtenir une isotropie dans toutes les directions. Donc XY, c'est le plan d'impression du lit de poudre, et Z, c'est les différentes couches. Donc des pièces isotropes et fonctionnelles. Le troisième avantage, ça se situe au niveau des matériaux. Donc HP a fait le choix d'avoir une plateforme ouverte. Donc HP ne produit pas en tant que tel des matériaux, mais HP s'associe avec des chimistes et développe en conjointement des matériaux. Donc les chimistes, c'est Evonik, BASF, Lubrizol, voilà, c'est géant de la chimie. Donc le premier aspect qui frappe quand on utilise une machine HP, c'est tout simplement le fait qu'on ne manipule quasiment jamais la poudre, puisqu'on a une station de traitement de la poudre qui fait le mélange pour nous et donc qui remplit la station de fabrication. Et à la fin, on a, comme vous avez vu dans cette vidéo, cet aspirateur qui permet de récolter toute la poudre. Et cette poudre est réinjectée dans le cycle de production sans que l'utilisateur n'ait à toucher cette poudre ou manipuler cette poudre. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça permet de travailler dans notre environnement très propre. Le deuxième aspect, ça vient de la réutilisabilité. Donc ce sont des matériaux qui peuvent être utilisés jusqu'à 80%, donc ce qui permet d'avoir des gains économiques conséquents, puisqu'en fait, on ne jette quasiment pas de poudre avec technologie HP. Et enfin, le dernier avantage, qui est certes pas uniquement chez HP, mais qui quand même est important quand on compare d'autres technologies d'impression additive, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de support, à savoir que les pièces sont autoportées dans le lit de poudre. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, à la fin de la production, on retire les pièces dans le lit de poudre et elles sont vraiment supportées sur les grains de poudre non fondus qui se situent juste en dessous. Donc, pas de support de fabrication et donc pas de temps nécessaire pour enlever ces supports de fabrication et pas de petites marques, on va dire, qui sont pas très esthétiques de tous ces supports de fabrication. Donc, vraiment une grande liberté pour fabriquer les pièces. Au niveau des applications, on retrouve les mêmes grands verticaux comme présentés par les collègues d'Alizé Plasturgie. Donc chez HP, donc on a 4 grands secteurs qu'on en adresse. Le premier, évidemment, on a déjà cité, c'est le secteur du transport, donc automobile principalement, mais aéronautique également. Donc là, on parle vraiment de grands volumes. Le deuxième secteur qui est vraiment là le secteur d'excellence de l'impression additive, c'est le secteur médical, puisque tout ce qui est prothèse ou moule de prothèse sont adaptés à chaque patient, donc spécifiques, donc des séries d'une pièce à chaque fois. Et le coût marginal de cette spécificité est nul en 3D, à savoir que si on imprime dans une imprimante sans semelle identique ou sans semelle orthopédique différente, le coût est strictement le même. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme qui permet d'adresser ce marché et qui plus est même de développer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant l'impression 3D. Enfin, le troisième, c'est le secteur industriel. Donc là, on trouve des tas d'intervenants, typiquement les injecteurs plastiques qui sont dans ce secteur-là. On va beaucoup s'attarder sur ce vertical-là juste après, donc j'en dis pas beaucoup plus. Et tout ce qui est biens de consommation, in fine, avec des lunettes, des chaussures, donc toutes ces choses-là qu'on utilise dans la vie courante. Donc on en vient vraiment au cœur de la présentation d'aujourd'hui, qui consiste à faire un focus sur l'impression 3D, donc avec la technologie HP Multi-Jet Fusion et l'injection plastique. Donc l'injection plastique, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a au moins 50 ans, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ici, on est dans une matériothèque, donc on voit vraiment la grande diversité de matériaux, les couleurs, les textures, les chargements en bits verts, en fibres, en tout genre. Donc tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Donc la technologie HP se développe vite grâce au partenariat, notamment avec les chimistes pour développer des matériaux. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur lorsqu'on veut fabriquer une pièce, comment choisir entre ces deux technologies et où se trouve un petit peu la limite aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser à 4 axes. Le premier, c'est tout simplement sur les grands drivers qui permettent de rendre l'impression 3D compétitive, donc comment identifier des pièces rapidement. Le deuxième aspect, effectivement, c'est
les postes de coûts principaux, où ils se situent en 3D, où ils se situent en injection plastique. Troisième point très important sur la précision et la répétabilité, puisque quand on s'intéresse à de la production, on veut avoir ces choses-là. Et puis, on terminera effectivement par l'aspect matériaux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et leurs propriétés avantageuses. Donc, on commence avec la sélection des pièces. Alors aujourd'hui, ça, c'est une slide qui a été construite par HP. Donc HP, pour produire ces imprimantes 2D ou voilà, tout le matériel produit par HP hors de la 3D, les gens utilisent les technologies 3D d'HP. Et donc, la première question qu'ils se sont posées et le premier retour d'expérience qu'on a d'eux, c'est de savoir quelles pièces ils ont décidé ou pu imprimer en 3D. Et donc, en fait, ce graphique qui se lit de gauche à droite. Donc, on part au début à gauche avec 100% de nos pièces, donc la grande barre bleue. Et dans ces 100% de pièces, on va essayer de voir lesquelles sont éligibles à l'impression 3D. Donc, on va commencer par filtrer les pièces sur des critères techniques. Donc, le premier, c'est sur la taille de la pièce. Typiquement, il faut qu'elle rentre dans l'enceinte de fabrication, tout simplement. Le deuxième aspect, c'est sur les matériaux. Alors, si on cherche un matériau qui tient à 300 degrés, aujourd'hui, c'est pas possible avec la technologie HP. Donc, on va éliminer comme ça 15 autres % des pièces. Sur la précision, donc si on cherche une précision au centième, évidemment, cette pièce, aujourd'hui, on va pas pouvoir la faire en impression 3D. Donc là, on enlève un quart des pièces. Ensuite, l'aspect esthétique. Donc, si on veut une pièce polymiroir, aujourd'hui, c'est complexe également, même si les avancées sont significatives. Ce sera l'objet d'ailleurs d'un prochain webinaire où on s'intéressera vraiment à l'aspect finition. Et enfin, l'aspect couleur. Alors, on a une imprimante couleur et une imprimante de production, mais si on veut les deux ensemble aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, on élimine encore quelques pièces. Donc, il nous reste comme ça, on va dire un tiers des pièces qui sont éligibles sur des critères techniques. Et ensuite, on a des filtres économiques. Tout simplement, si on est dans le secteur de l'automobile et qu'on veut produire 10 millions de pièces, l'injection plastique reste totalement pertinente. Et donc, ces pièces-là, on ne va pas avoir envie de les imprimer en 3D. Par contre, si on a des petites séries, et maintenant, on se rend compte que économiquement, ça peut être rentable. Et on arrive au final avec une dizaine de % des pièces qui sont éligibles. Pour adresser deux aspects principaux. Le premier, c'est vraiment lors du développement. Si on veut avoir des pièces rapidement et fonctionnelles, mais l'impression 3D permet de produire des pièces assez rapidement. Il n'y a pas de temps de développement de moules, ce genre de choses. Donc ça, c'est 3%. Et les 8%, en dessous, c'est les pièces de production. Voilà. Donc après tous ces filtres, on trouve par exemple des pièces dans les traceurs 2D développés par HP qui sont plus pertinentes d'être imprimées. Donc là, à droite, vous avez donc la liste des critères à retenir. Donc les premiers critères simples pour choisir les pièces les plus pertinentes à être imprimées en 3D. Et il y a deux aspects qui peuvent être améliorés. Hop, on va revenir juste un petit peu en arrière. Le premier, c'est qu'il y a deux aspects dans ces filtres sur lesquels on a un levier. Le premier, c'est sur le design. En fait, les gens de chez HP se sont rendus compte que en formant les gens et en faisant ce qu'on appelle du design for additive manufacturing, c'est vraiment de designer la pièce pour l'impression 3D et non pas de prendre la pièce telle qu'elle est et essayer de l'imprimer en 3D, on arrive à lever certaines barrières, certains verrous techniques, notamment liés sur la précision des pièces. Donc on arrive comme ça, des pièces qui peuvent paraître inéligibles, à les rendre éligibles en retravaillant un petit peu le design. Et le deuxième aspect, évidemment, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la nouvelle machine étant plus rapide, on arrive à repousser toujours à chaque nouvelle machine à repousser la limite de compétitivité de l'impression 3D. Donc sur l'impression 3D, les différents postes de coût, lorsqu'on veut imprimer une pièce, et bien effectivement c'est l'achat de l'imprimante et de tous les modules associés pour produire. Évidemment, cette imprimante va être associée à un service de maintenance. Donc ça, c'est pour, on va dire, les frais fixes liés à la production. Et pour les frais variables, on a le premier gros poste qui est la poudre, donc le matériau.
Le deuxième poste qui est les consommables, donc des pièces qui sont à changer de manière récurrente mais beaucoup moins fréquente, tous les quelques mois, donc les lampes, les têtes d'impression, ce genre de choses. Et puis les deux derniers postes, évidemment les agents, donc fusionnants et détaillants dont on a parlé juste avant. Et puis dernier poste, le temps de travail de l'opérateur pour préparer les jobs et également nettoyer les pièces une fois qu'elles sont finies, une fois que l'impression est terminée. Donc ça, c'est pour les 6 postes de coût de l'impression 3D. Et quand on regarde l'injection, donc on a de la même manière un investissement dans une presse. Alors, c'est des investissements qui se font sur 10 ans, 15 ans, ça va tout dépendre de la taille des presses. Cette presse, évidemment, on imagine qu'il y a également une maintenance associée au matériel. Le matériau, là, il n'est pas sous la même forme, il est sous forme de pellets, des consommables, évidemment. Et puis, le gros poste de coût dans l'injection plastique, c'est le moule. Un moule qui peut être plus ou moins compliqué et qui donc est usiné généralement. Le matériau d'usinage aussi dépend de la cible qu'on souhaite atteindre en termes de taille de série ou de précision. Et puis on retrouve le dernier poste qui est l'opération avec tout simplement la mise en place de l'outillage sur la presse, l'opération en elle-même d'injection et puis l'enlèvement de l'outillage et tout l'entretien de l'outillage. Donc, voilà, donc les 6 gros postes de coût. Et donc, quand on compare le comportement de ces différentes méthodes de fabrication, donc on compare le coût par rapport au volume de production, on se rend compte qu'en bas de la courbe, pour l'injection, on a l'injection du moule. Donc, si on fabrique un moule pour imprimer 10 pièces, évidemment, c'est rédhibitoire. Et donc, le coût essentiel de l'injection, il est lié à la fabrication du moule. Donc, et la courbe diminue fortement. Et donc, pour cet exemple-là, en dessous de 100 pièces, on se rend compte qu'en fait, il faut usiner la pièce. Donc, c'est la pièce du haut, là. Donc, en dessous de 100 pièces, le plus rentable, c'est d'usiner. Jusqu'à 10 000 pièces, on se rend compte ici sur cet exemple que le plus rentable, c'est de faire ça en impression 3D avec la technologie HP. Et puis sur cet exemple encore, au-delà de 10 000 pièces, l'injection reste le plus compétitive. Donc ça, c'est vraiment juste pour l'aspect volume versus prix. Le prix, c'est toujours un driver très important, mais c'est pas le seul. Donc c'est pour ça qu'on va continuer la présentation avec d'autres aspects. Juste un autre élément quand même qui est important, c'est que à chaque nouvelle génération d'imprimantes, cette frontière est toujours repoussée. Donc avec l'imprimante donc série 300 et 500, évidemment la frontière est très haute puisque c'est une imprimante dédiée vraiment aux toutes petites séries et au prototypage. Et entre la 4200 et la 5200, donc il s'est écoulé 2 ans et demi, et le coût des pièces, de manière générale, a été réduit de 25 à 30%. Donc voilà, donc on repousse encore cette limite. Par exemple, si une limite, sur l'exemple précédent, peut-être que c'était 7000 pièces, la limite 7000 pièces avec la 4200, et avec la 5200, on voit qu'on peut la repousser à 10 000 pièces. Donc ça, c'était pour le premier élément, l'élément lié au coût. Le deuxième élément très important quand on parle aux injecteurs, c'est la précision et la répétabilité. Donc là, je rappelle juste 2 notions qui doivent parler à beaucoup d'entre vous. La première, c'est la précision. Donc ça consiste en fait à avoir des pièces qui sont toutes ressemblantes. Et le deuxième aspect, c'est la répétabilité. Donc à savoir que toutes les pièces ressortent identiques. Donc il y en a une première, c'est vraiment liée, on peut appeler ça un biais. Donc on veut que les pièces, quand on les mesure, elles soient toutes centrées sur la valeur cible. Donc si on veut une pièce qui fait 10 mm, on veut que quand on prend la moyenne des pièces, on soit bien à 10 mm. Et alors que la répétabilité, c'est quand on prend 10 pièces entre elles, elles sont toutes à plus ou moins 0,1 mm par exemple. Et donc ça c'est une notion de base. Et quand on transforme ça en jargon d'injecteur, pour la partie précision, on va faire appel à un standard, donc qui est une norme internationale, donc le IT grade en anglais,
Donc c'est une norme pour qualifier les tolérances des pièces. Donc par exemple, sur une pièce de 10 mm plus ou moins 0,1 mm, et ben, on va associer ça à un IT grade. On va en revenir juste après. Et sur la répétabilité, là on va parler plutôt du capability index, et donc c'est là pareil une façon de savoir si notre procédé est répétable. Et donc derrière les deux mots-clés un peu plus barbares qu'on emploie, c'est donc IT grade pour la tolérance, et pour l'indice de capacité, c'est le CPK en anglais, donc c'est une formule. Donc voilà, on va revenir à ces deux notions juste dans les slides suivants. Donc sur l'IT grade, donc c'est une norme internationale, et en fait ça vient du fait que quand on parle de tolérance, quel que soit le procédé, à procédé unique, que la pièce fasse 10 mm ou 100 mm, eh ben, la capacité d'une machine à être précise va dépendre de la taille, que ce soit en injection, en 3D. Donc, avoir 0,1 mm de précision sur une pièce d'1 mm ou sur une pièce de 400 mm, c'est pas la même chose, c'est pas la même complexité. Et donc, ces courbes rendent compte de cette évolution de complexité. Donc, plus la pièce est grande, plus c'est dur de tuer de tolérance. Donc, voilà, les courbes ont tendance à monter. Et donc, on a des courbes, et puis on peut aussi retrouver ça sous la forme de tableaux. Donc, en fonction de la taille de la pièce qu'on veut trouver et du grade qu'on cherche, eh ben, on a une tolérance. Et puis, pour les plus matheux, eh ben, en fait, on a une formule qui nous donne le lien entre toutes ces grandeurs-là. Et donc, comment on lit ce tableau ou ces courbes? Tout simplement, si on se donne une taille de pièce et on se donne un grade, donc la 13 par exemple, eh ben, on se rend compte que la précision, la tolérance de la pièce, c'est 0,63 mm. Et de la même manière, sur la courbe, si on s'en sert comme des abacs, on peut retrouver exactement la même information. Donc voilà défini cette notion de grade de tolérance internationale. Donc où se situent les différents moyens de production sur ce grade? Donc c'est une échelle qui a été développée par les injecteurs. Et donc dans les grands numéros, on retrouve donc vers grade 15-16, on retrouve donc les procédés classiques d'impression 3D, donc des pots de fil par exemple. Et puis quand on descend vers le 13-12, là on retrouve les grades, donc la tolérance liée aux injections. Donc par exemple l'injection sur des moules en aluminium, généralement c'est 14, et puis quand on va vers des moules plutôt acier, on va tomber à 12. Donc comme ça, en travaillant avec des aciers de plus en plus durs, on arrive à descendre le grade et donc améliorer la précision. Et puis au-delà de ça, on va trouver les machines-outils qui sont capables d'usiner au centième. Et puis quand vous parlez aux astrophysiciens qui doivent vous faire des polymiroirs au micron, et ben là on est sur les IT grades qui sont à 0,1, donc là c'est vraiment de l'extrême précision. Et donc, la nouveauté d'HP vraiment sur ce secteur-là, c'est d'avoir positionné notre imprimante MJF 5200 sur cette grade-là, comprise par les injecteurs et même développée par les injecteurs. Donc, l'imprimante MJF 5200 a un IT grade de 13. Alors, c'est l'imprimante associée à un logiciel. Donc, aujourd'hui, c'est pas l'objet de la présentation de vous présenter en détail ce que fait ce logiciel. Mais voilà, c'est vraiment l'association des deux qui nous permet d'atteindre un IT grade de 13. Et donc, si on regarde comment se situe le MJF sur un autre graphique, donc là, on présente la précision, mais la précision est associée aussi à un nombre de pièces, puisqu'un moule, ça va s'user. Donc là, on démarre avec un moule en aluminium, typiquement, donc un métal assez mou. La première pièce sort, ou les premières séries de pièces sortent avec un IT grade de 14, et puis au fur et à mesure qu'on produit, le moule va s'user, et puis on termine peut-être à 15, et au-delà de 1000 pièces, en fait, on peut plus utiliser le moule parce que la précision est trop dégradée, donc il faut un nouveau moule. Donc là, c'est vraiment de la petite production. Ensuite, si on veut produire plusieurs dizaines de milliers de pièces, on va passer sur des moules en acier mou, et puis au-delà, on va passer sur des moules en acier dur, donc qui permettent d'aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de pièces. Et puis à chaque fois, la précision augmente également. Et donc pour atteindre des précisions vraiment très importantes, et ben là c'est l'usinage qui reste roi en la matière. Et pour associer précision et volume, les solutions classiques aujourd'hui consistent à faire de l'hybridation, donc savoir qu'on va avec un moule en acier
imprimer, injecter un grand nombre de pièces et on va venir, par usinage, venir reprendre une, deux ou trois cotes sur lesquelles on a vraiment besoin d'une grande précision. Et donc, sur ce même graphique, on va maintenant positionner les différentes technologies d'impression 3D. Donc, les premières technologies qui sont apparues donc, il y a maintenant 30 ans, donc en base résine, donc DLP, SLA, donc c'est des productions qui permettent d'atteindre des précisions assez grandes, mais sur des tout petits volumes. Donc là, on parle de dizaines, centaines de pièces maximum. Le FDM, lui, va être sur les mêmes volumes, donc tout petit, mais moins précis. Mais là, par contre, le coût est beaucoup plus faible. Parce que des FDM de bureau, aujourd'hui, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, ça, on a des pièces pour pas très cher. Le SLS, qui permet d'adresser des quantités plus grandes et de gagner en précision. Et puis enfin le MJF qui permet donc de monter, comme je vous le disais, à l'IT Grade 13 et d'adresser des volumes, donc suivant les pièces évidemment, hein, ça va de 5000, 10 000, des fois 20 000 pièces, vraiment c'est voilà. Mais les ordres de grandeur, c'est qu'on parle en milliers de pièces. Donc ça, c'était pour le premier indice, donc sur la précision et sur la répétabilité. Donc on a un indice qui cumule à la fois le fait de pouvoir faire des pièces toutes identiques et toutes précises. Et donc là, on retrouve, donc on se donne une pièce et des tolérances, et on veut que le maximum de pièces rentre entre ces deux bornes. Et donc, si on a un CI piqué donc, de 0,5, on n'en a pas beaucoup. Et puis, si on a un CI piqué de 2, et ben là, elles sont vraiment toutes dans les bornes qu'on s'est fixées. Et donc, ça implique beaucoup de choses sur la production, puisque en dessous d'un CI piqué de 1, on estime qu'il faut faire une inspection de toutes les pièces pour vérifier celles qui rentrent ou pas pour vérifier que la production rentre dans les critères qu'on s'était donnés. Et au-delà de 1, on suppose qu'on n'a plus besoin de faire une inspection systématique, mais on va plutôt prendre un petit échantillon de pièces. Donc typiquement, on va prendre 30 pièces, on va vérifier que ces 30 pièces, les tolérances sont là, et tout le lot de pièces est validé d'un coup. Donc c'est pour ça qu'avoir un CI piqué de 1, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'MJF, c'est très important pour faire de la production. On termine avec les matériaux. Donc aujourd'hui, on a 4 matériaux proposés, un 5e qui va bientôt arriver. Donc on est sur une base polyamide, donc PA12, donc qui marche aussi sur l'imprimante de prototypage. Donc c'est un matériau semi-cristallin, un nylon, c'est déjà un plastique technique. On a la meule chargée en bit vert. Et puis on a un PA11. Alors rapidement, on peut juste dire qu'il est biosourcé et qu'il est plus élastique également. Et le dernier matériau qui est sorti en septembre, c'est le TPU, et même 2 matériaux, puisqu'on a 2 TPU. Donc le TPU de BASF qui est sorti en septembre, et puis encore plus récemment, le TPU de Lubrizol, donc 2 TPU, des élastomères, donc qui permettent de faire des applications, qui permettent de travailler sur le rebond des pièces, leur forte élasticité. Et enfin, le polypropylène qui est annoncé pour cette année, qui lui est axé sur la résistance chimique, donc à tous les produits chimiques, à l'hydrolyse, qui se soude très bien et qui est aussi une dizaine de % plus léger que le polyamide. Voilà, pour les matériaux. Cette pyramide de matériaux, les injecteurs, vous les connaissez tous. La technologie MJF, qu'est-ce qu'on peut en dire, ses points forts? Déjà, c'est que sur la partie propriété mécanique, on va être extrêmement proche de l'injection plastique, donc un PA12, même si le PA12 n'est pas fréquemment injecté, mais si on prenait un PA12 injecté et un PA12 imprimé, on retrouverait des propriétés mécaniques extrêmement proches. L'isotropie serait également là avec la technologie MJF. On a des pièces qui ne sont pas poreuses, donc même si d'aspect de surface, elles sont granuleuses et qu'on pourrait croire qu'elles sont poreuses à l'intérieur, mais si vous en cassez une ou que vous la coupez en deux, vous voyez qu'à l'intérieur, la matière est pleine, ce qui nous permet d'avoir des pièces étanches. Et puis, comme on est sur un nylon, un matériau déjà assez technique ou dit d'ingénierie, on a une résistance à la température qui est intermédiaire, donc jusqu'à 120 degrés. Juste une ouverture sur la couleur. Donc c'est une imprimante qui est ici installée chez Alizé Plasturgie, qui permet donc d'associer la partie fonctionnelle. Donc voilà, on a toujours un PA12, toujours un plastique résistant,
en température et mécanique, et qui permet en plus de venir rajouter de la couleur, donc d'avoir des fonctions visuelles, mais aussi utilitaires, donc sur des codes barres, des choses comme ça, et un tas d'applications qu'on n'imagine pas encore et qui vont être développées par le marché. Voilà, une ouverture. Je termine avec nos prochains rendez-vous de HP. Donc, on a plusieurs rendez-vous, vous pouvez nous rencontrer, des webinars, des sessions sur des salons, donc tout au long de janvier, février et mars. Et ci-dessous, le contact auquel vous pouvez nous contacter si vous avez des informations qui vous manquent, si vous avez des questions ou un projet que vous voulez démarrer sur la 3D. Donc, je vais reprendre un petit peu la main maintenant. Donc, pour terminer un petit peu ce webinaire, on va répondre aux quelques questions que vous nous avez posées. Donc, vous avez encore une petite minute pour les poser donc, directement depuis la plateforme. Donc, je vous reprécise donc, que la rediffusion sera bien faite donc, sur le site Alizé Plasturgie, qui vous sera envoyé. Et je vous invite également donc, à répondre à quelques questions en fin de webinaire. Donc, pour vous parler aussi du prochain événement qu'on va faire en partenariat donc, avec HP, je laisse juste donc, Sébastien Cadalen vous expliquer un petit peu le programme. Donc, un DIFAM donc, pour Design for Additive Manufacturing, ça se passe sur une journée entière et l'idée, c'est vraiment plus c'est une journée beaucoup plus interactive. Donc là, on est plutôt en mode écoute, c'est un webinar. Là, pendant une journée, on rentre dans des exemples plus concrets, on pose des questions, donc c'est vraiment interactif. On travaille sur des pièces concrètes. On a aussi une visite de l'imprimante pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de comment ça fonctionne, comment ça s'opère, toucher des pièces. Enfin, voilà, c'est vraiment une expérience qui s'adresse aussi bien aux novices qu'aux gens qui connaissent déjà, par exemple, la 3D sur d'autres technologies, qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le MJF et comment ça s'opère, comment ça s'intègre dans votre production. Donc j'en profite pendant qu'on va répondre aux questions, donc je vais lancer un petit sondage pour voir un petit peu qui serait intéressé donc, pour participer à cette journée donc, au mois de février. Donc voilà, donc vous pouvez répondre directement donc, sur le sondage. Donc je laisse ouvert et puis on va répondre donc, aux questions. Donc on commence par une question donc, au niveau de l'utilisation du PA12. Donc la question, Sébastien, donc, ce serait comment envisager l'utilisation de PA12 HP à 150 degrés, donc d'après la pyramide de résistance thermique, alors qu'en fait la TG n'est que de 50 degrés. Alors la TG et la résistance des matériaux en température sont deux choses différentes. Déjà, quand on parle de température, il y a deux choses qui sont bien à distinguer. C'est les applications où la pièce va être immergée dans un environnement chaud de manière constante, et les applications où la température va plutôt être en mode spot, donc plutôt localement dans l'espace et dans le temps. Donc sur les applications constantes, donc par exemple la pièce est soumise à une température constante, on va être à 120 degrés. Évidemment, la pièce doit être dimensionnée, donc là on retombe sur tout ce qui est ingénierie des matériaux pour designer la pièce pour qu'elle ne casse pas, donc ça prend la résistance des matériaux. Donc là on va monter à 120 degrés. Et pour ce qui est application spot, là on peut imaginer de monter plus haut. Alors c'est vraiment plus application dépendant, donc généralement HP préconise de faire des tests quand on s'approche de ses limites. Évidemment, il faut faire des tests de validation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite vraiment à nous contacter si vous avez ce genre de questions et de projets, puisqu'on est vraiment là pour vous accompagner dans l'acceptation de cette technologie pour répondre à toutes vos questions techniques sur la tenue en température notamment. Donc on a une autre question, donc là ce serait plutôt quelle est la perte de cote générée par les opérations de post-traitement, par exemple le sablage? Alors le sablage, c'est neutre sur la cote, sur le dimensionnel. Le sablage, ça va jouer plus sur l'aspect esthétique, à savoir que si on sable un peu plus fort, typiquement une pièce en production. Alors juste pour revenir, donc la poudre elle est blanche dans sa fabrication,
mais les agents font que l'intérieur des pièces est noir. Et donc, quand ça fusionne, ça devient noir. Donc, à l'interface entre les deux, donc la surface, le grain qui est à la surface, à l'intérieur est noir et à l'extérieur est blanc. Donc, ça se donne des teintes grises. Et le sablage, lui, va venir jouer sur cette teinte. Donc, si on sable un petit peu plus fort, on va changer la nuance de gris. Mais sur le dimensionnel, on ne pourra pas le noter. Typiquement, ça va vraiment être insignifiant. Donc, est-ce qu'il est possible aussi d'intervenir en cours d'impression, par exemple, pour la pose d'insert? Et du coup, quels seraient les impacts sur la stabilité et de la matière, en fait, si on fait une pose? Alors, c'est pas possible de faire une pause. Une fois que l'impression est lancée, donc c'est monomatériau, donc à savoir que on engage la station de fabrication dans l'imprimante, on lance l'impression et pendant 12 heures, on ne touche plus à l'imprimante et on ne peut pas arrêter l'impression pour mettre des inserts. Donc, on a un document qui donne des conseils sur la positionnement d'insert, mais après impression. Donc, on a toute une technique, on a testé la positionnement d'insert métallique après impression, et on peut vous dire lesquels sont les plus adaptés, comment dimensionner la pièce par rapport à l'insert. Voilà. On a des guidelines à vous donner pour ça, mais ça se passe en 2 temps. On imprime la pièce, elle refroidit, on la dépoudre et on la nettoie, et ensuite on pose des inserts. Ok, donc j'ai une question un petit peu plus sur la matière. Est-ce que le PP sera validé en tant que matière pharma? Alors là, on part sur la certification. Alors tous les matériaux à ce jour sont biocompatibles, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque pour les manipuler. Mais pour le pharmaceutique, j'imagine que la question qu'il y a derrière, c'est plus sur des choses plus sur du contact alimentaire ou ces choses-là. Alors aujourd'hui, la technologie HP ne permet pas ce type de choses. C'est pas quelque chose qui est lié aux matériaux, c'est quelque chose qui est lié aux agents. Donc là, la question ne serait effectivement pas spécifique au PP, mais plutôt à la technologie. Donc, j'ai juste une petite demande aussi pour faire une comparaison avec la HP MJF 660. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, je pense qu'il y a la 600, il n'y a pas de référence 660, donc je pense que ça doit faire référence à une autre marque, mais chez HP, donc il y a la série 300, 500, et après il y a 4200 et 5200. Ok. Et donc, je termine juste. J'ai vu aussi une question donc, sur le lieu de la journée donc, du 20 février donc, pour les femmes. Donc, ça, pour vous répondre, ça va être directement donc, dans les locaux d'Alizé Plasturgie, donc à Lyon 8. Donc, vous retrouverez tout le détail donc, de cette journée sur le site internet, sur la page événements, donc directement sur alizéplasturgie.org. Voilà, donc je crois qu'on a fini pour les questions. Donc merci à tous pour votre attention, pour vos questions. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours donc, dans l'enquête. Voilà, donc très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.